Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nouveau numéro du Grand Rendez-vous s'installe donc ainsi chez vous. Merci de prendre place et de rester avec nous tout au long du déroulement de cette émission. Eh bien, on démarre avec la météo. Voilà, avec la carte postale ce soir, nous atterrissons à Kover. Nous profitons pour saluer les populations de Kover. Au menu ce soir, nous avons 4 rubriques. Nous allons donc démarrer avec le monde agricole. Estelle Pazou va nous emmener à la découverte d'un fruit bien connu des Béninois, la goyave. Qu'en est-il de sa production au Bénin? Ce fruit est-il bien exploité? Autant de questions dont vous aurez la réponse dans un instant. Nature et bien-être revient sur les maladies hémorroïdaires, traitements et méthodes de prévention. On vous dit tout sur ce qu'il faut savoir sur les hémorroïdes. Autant Savoir reçoit pour vous un expert en business de développement. Il partage avec nous ses astuces pour s'assurer de la viabilité de votre entreprise après sa création. Avec l'expert, on parle toujours gestion d'entreprise. Souhaiterez-vous opérer un changement au sein de votre entreprise pour 2019? Eh bien, le coach vous aide à prendre le bon virage. Nous ferons un saut du côté de la rédaction. Amandine Anyambossou est d'ailleurs déjà là pour la présentation des titres. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, dans le 19h45, ce soir, nous parlerons de la promotion des TIC au Bénin. Le code du numérique a été passé au scanner. Le but visait de mieux faire comprendre les enjeux, les perspectives et le contenu du code aux acteurs du secteur. Demain, 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes. Nous ferons un zoom sur la divinité à Tingali, au Sénégal. Le train express a effectué ses premiers tests à Dakar, un moment qui a été immortalisé par les populations. Merci à vous, Amandine Anyambossou. On vous retrouve donc à 19h45 pour le menu au complet. Le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer, le monde agricole. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la goyave. Nous vous invitons d'abord à suivre ce commentaire sur image signé Marcel Bettoro. On se retrouve tout juste après. Le goyavier est un arbre fruitier de taille moyenne, généralement comprise entre 6 et 8 mètres de longueur. Il pousse dans les zones tropicales et appartient à la famille des myrtacées. Le fruit produit par le goyavier est la goyave. Elle se présente souvent sous une peau verte, enveloppant une chair blanche. Au Bénin, la goyave est appelée quinkou en langue fon et gbébé en minant.
elle peut être consommée en entier tout en portant une grande attention aux graines contenues dans ce fruit. Très riche en vitamines A, B, C et surtout en calcium, la goyave est un fruit aux multiples vertus. Dans le monde agroalimentaire, ce fruit est utilisé dans la préparation de jus ou de nectar. Elle est également utilisée en pâtisserie pour faire des glaces, du sirop, de la pâte de fruits et de la gelée très prisée des consommateurs. En dehors des fruits du goyavier, les feuilles sont également utilisées en cuisine et en médecine. Le bois du goyavier est assez dur et sert à fabriquer divers objets d'art. Au Bénin, la culture du goyavier n'est pas très développée. À Toribosito, Zé et Alada, des zones du sud Bénin, on retrouve par saison la goyave sur les marchés locaux. Faciliter sa production au Bénin serait un atout. Voilà, merci à vous, Machel Boitoro, pour ce reportage sur le goyavier. On en apprend toujours. Je ne savais pas que les feuilles étaient si intéressantes. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir, Aouania Bello. Alors, avec vous, on parle beaucoup plus de la goyave, mais pas des autres composantes du goyavier. Si, on va en parler. On va parle en parler de la goyave aussi. et aussi on va prolonger un peu sur le goyavier. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on était enfant, on voyait les bonnes dames dans les quartiers vendre un peu de goyave et tout, communément appelé quinquou, ça a été dit dans le reportage. Mais aujourd'hui, sur nos marchés, on ne voit pas, en tout cas, on ne le voit plus comme avant. Comment s'expliquer? Est-ce qu'on peut dire que la goyave est en voie de disparition au Bénin? Je pense que la vraie question, c'est plutôt de se demander si la goyave a jamais vraiment existé chez nous, au Bénin. Parce que, comme vous l'avez dit, dans les concessions, il y avait un arbre par-ci, par-là, mais c'était simplement destiné à la consommation. Dans les exploitations agricoles, il y en avait quelques-uns, mais ce n'est pas comme si c'était, c'est vrai que le mot n'existe pas, c'est pas comme si c'était une goyaveraie, comme on dirait. Ah, d'accord. Une bananeraie. Une bananeraie, oui, par exemple. Donc, c'était juste des arbres par-ci et par-là et qui ne servaient qu'en réalité qu'à la consommation. C'est vrai qu'il y avait des saisons où, dans les marchés, on en vendait, mais ce n'était pas pour une production à grande échelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement avec la goyave? Marcel a brossé une petite partie dans son commentaire sur l'image. Avec la goyave, on peut faire 1001 choses. D'abord, il y a la pâte de la goyave qui n'est pas très répandue au Bénin, qu'on ne connaît d'ailleurs pas. Et que la pâte de la goyave. D'accord. Il y a le jus de goyave. Aujourd'hui, quand vous allez... Par contre, je connais. Et les Béninois, je constate, aiment beaucoup ça parce que dans les supermarchés de la place, il y en a. Et ce n'est pas comme si les Béninois n'en consommaient pas. Parce que je suppose que si les Béninois n'aimaient pas le jus, on n'allait pas en importer et en proposer. Il y a aussi la glace qu'on propose dans les pâtisseries et autres là. Et il y a aussi... la goyave est utilisée pour son arôme dans la pâtisserie. Voilà. Ah d'accord, en tant qu'arôme. Oui. D'accord. Vous avez par exemple, je ne sais pas comment, du pain avec de l'arôme de goyave. De goyave, oui. D'accord. Que les pâtisseries proposent également. D'accord. Quels sont les autres atouts de la goyave? Alors, on parle des autres atouts de la goyave, mais on va tomber d'abord sur... la plante elle-même, le goyavier. Le goyavier. D'abord, le bois de goyavier est très utilisé dans les meubles. C'est un bois très dur et c'est utilisé de façon artistique aussi. D'accord. Il est dur, il est résistant? Dur et résistant surtout. D'accord. Pardon. Les feuilles sont utilisées pour soigner plusieurs affections comme le diabète, la gastro-entérite, la carie dentaire. Et elle lutte aussi contre la diarrhée. Ah oui? Oui. Elle soulage les maux de gorge et réduit la tension artérielle. Et quand on prend la goyave, il y a la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine K, la vitamine E et beaucoup d'autres choses. Et la liste est longue, Agnat. Liste longue. Alors, avec le goyavier, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que la cultiver est compliqué? Ce n'est pas du tout compliqué. D'abord, il faut rappeler que la goyave est un fruit tropical. Et le premier producteur mondial, c'est l'Inde, suivi de la Chine et de la Thaïlande.
L'Afrique est loin derrière? Oui, totalement. Mais il faut dire que nous avons le même climat. Donc ça veut dire que nos terres sont propices à la culture de la goyave. Et chez nous ici, on a des hectares de terres inexploitées. Pourquoi ne pas en profiter puisque l'industrie est là. On peut cultiver la goyave, la transformer en jus, en pâte et tout ce que je viens de citer là, et mettre ça sur le marché. Les Béninois vont en consommer. Et donc là, c'est un potentiel inexploité et nous avons donc toutes les possibilités de cultiver voilà, la goyave chez nous. D'accord, mais Celle Pazou, je me demande, est-ce qu'il pourrait y avoir des zones qui seraient peut-être plus propices à la culture de la goyave? Parce que dans le reportage, Machette Boitero a cité quelques zones. Est-ce que c'est parce que ces zones sont beaucoup plus propices qu'on observe une production de la goyave dans ces zones-là? Je ne pourrais pas dire avec exactitude si c'est parce que ces zones sont propices qu'on y trouve de la goyave, mais il est un constat que dans ces zones-là, on trouve de la goyave. Et je le répète, ce n'est pas une plantation de goyave, hein, c'est juste des arbres qui sont dans les maisons et qui servent à la consommation familiale. D'accord. Et donc, de toutes les façons, dans mes recherches, il a été dit que c'est très facile de cultiver la goyave. Ce n'est pas une plante exigeante. D'accord. Ça veut dire que vous et moi, si on a un peu d'espace, on peut peut-être le planter chez nous? Oui. On peut planter ça chez nous? Et avec l'évolution de la technologie, il y a aussi la goyave améliorée, c'est-à-dire de petits plants, mais qui donnent de fruits. Ils ne sont pas grands. Ils n'occupent pas assez d'espace. Assez d'espace et qui produisent de la goyave. Donc chacun peut choisir quel genre de goyavier il et veut même avoir chez lui. la semence, ce n'est pas qu'il faut nécessairement aller s'en procurer dans une officine, mais quand vous avez déjà le fruit, les pépins, vous pouvez les sécher et après les utiliser comme semence pour pouvoir avoir... Il faut laisser la goyave pourrir pour tirer les pépins. Pourrir? Oui, pourrir. Si ça ne pourrit pas, vous ne pouvez pas manger. Parce que quand vous croquez déjà la goyave, vous croquez avec les pépins. Donc, il est conseillé de laisser le fruit pourrir et après en tirer les pépins, sécher et planter. Ça donne envie d'avoir un goyavier chez soi. Alors, est-ce qu'il y a des saisons spécifiques pour la goyave? La goyave, normalement, est disponible toute l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre. La goyave est disponible, mais c'est en décembre et en février qu'on trouve ça beaucoup plus facilement. Pourquoi ça? Dans tous les pays où on trouve de la goyave, c'est beaucoup plus en décembre. En décembre et en février. Décembre et en février. Février, le mois de l'amour. Hein? Ça veut dire que vous pouvez offrir... un mois de l'amour aromatisé à la goyave. Un mois de l'amour aromatisé à la goyave, c'est bien beau ça. Ça peut être délicieux. Ça peut être délicieux. Alors, quelles sont les différentes variétés de goyave qui existent? Il existe environ... je dirais plus d'une cinquantaine, sinon plus d'une centaine de variétés de goyave. Et dans la plupart des cas, la pulpe est rose pour toutes les variétés, sauf une variété qu'on appelle Puerto Rico. Enfin, c'est selon mes recherches. Hein. Ce n'est pas moi qui invente une variété qu'on appelle... C'est comme le nom d'une ville. C'est tellement la ville d'où elle vient. La ville d'où elle vient. Enfin, cette variété-là qu'on appelle Puerto Rico, ça a une pulpe de couleur blanche. Ça n'a rien à voir avec la couleur rose. Et c'est d'ailleurs avec celle qui a la pulpe de couleur blanche qu'on fabrique les pâtes. Les autres qui ont la pulpe de couleur rose ou rouge, c'est beaucoup plus dans la fabrication du jus. D'accord, mais en termes de goût, est-ce que les différentes variétés sont différentes? Bon, ben, été la tautologie. Enfin, j'ai eu la chance de goûter la variété blanche et la variété rose. Ce que j'ai constaté, c'est que la blanche est beaucoup plus douce que la très acidulée. Un peu. C'est pour ça que je l'aime pas. Vous savez que j'aime pas tout ce qui est acide. C'est pour ça que je l'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement au Bénin si on a envie de valoriser la goyave? C'est déjà de prendre la décision de cultiver la goyave. Cultiver la goyave et surtout à grande échelle. Parce que je suppose que c'est un fruit qui périt très vite. Et donc, il serait bien de penser beaucoup plus à la transformation. Et donc, si on peut mettre en place... Sinon, on aurait du mal à conserver le fruit tel quel. Oui, il faudrait qu'on puisse songer à toute une chaîne de production. La production, la transformation et
ensuite la vente. commercialisation. Et pourquoi pas l'exportation? L'exportation. C'est carrément un potentiel. Non mais Estelle Pazot, vous rêvez grand, hein? Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre tout cet objectif-là? Quand vous parlez de production, commercialisation, transformation, est-ce que vous y croyez véritablement? Je ne suis pas une productrice, mais je me mets dans la peau d'une productrice. Il suffit de décider, avoir une exploitation, planter la goyave qui va arriver à maturation et on récolte les fruits, on transforme, on embouteille, soit au mois, soit on vend. Et comme ça, Estelle Pazot aura son jus de goyave à table, Estelle Pazot. Et je sais que vous aimez beaucoup ça. Ah oui, le jus en carton, c'est toujours bon, hein. C'est du jus bien fort. Au moins, si on est sûr de l'origine du produit, je crois que ça pourrait peut-être être un produit made in Bénin, hein, qu'on pourra vendre à l'international. Et oui, et déjà, je ne sais pas si vous avez eu à voir les images, il y a de ces Béninois-là qui nous proposent des jus. J'ai vu des jus de tomates, des jus d'orange, jus d'ananas. Parfois, il y a des mélanges gingembre-ananas. Et j'ai aussi vu de la goyave. Donc, je me dis, c'est quand même un bon début. Ouais. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons que bientôt, nous pourrons avoir du jus de goyave en abondance ici. Pour cela, les chers producteurs, eh bien, Estelle Pazot vous exhorte à produire de la goyave. Elle a envie de voir une goyaveraie ici au Bénin. Elle en rêve. Donc, attention, si vous en connaissez, le mot n'existe pas. Ah ben, c'est vous qui l'avez créé, on assume. Nous passons à une autre rubrique en attendant qu'on ne découvre une plantation de goyave ici au Bénin. Et la prochaine rubrique, eh bien, c'est Autant savoir. Autant savoir revient sur la création d'entreprises. On vous apprend comment continuer à gérer votre entreprise après sa création. Comment la rendre véritablement viable. Mais ce sera après ce reportage. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçant d'une durée de validité de 2 ans. Les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA. La durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS est la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. L'APS est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le Code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs. Autant savoir se poursuit donc. Notre invité nous a déjà rejoint autour de la table. Bonsoir, docteur Sardou Agbangla. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes expert en business de développement. Tout à fait. Et avec vous, on apprend comment s'assurer de la viabilité de son entreprise. Déjà, dites-nous un peu, est-ce que vous avez l'impression qu'on est intéressé par l'entrepreneuriat ici au Bénin? Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Je profite pour souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde, à toute l'équipe, à tous mes compatriotes ici et d'ailleurs. Merci bien. Alors, la question, elle est tout à fait pertinente. Je pense que ici au Bénin, l'entrepreneuriat prend de plus en plus, enfin, la malaise prend forme, puisqu'il est clair que la plupart des jeunes, à la sortie de l'université, n'ont plus d'emploi. Encore moins, je veux dire, l'emploi salarié. Du coup, le taux emploi devient quand même la route la plus recommandée et pour les jeunes.
D'accord. Voilà. Alors, hier, on a reçu le directeur général de la pièce qui nous disait tantôt qu'on était à près de 80 entreprises créées par jour. Pour vous, à quoi est dû ce boom-là? Et je crois que la raison peut être attachée à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Parce que l'autre raison, c'est que la plupart des entrepreneurs ont finalement une vie plus intéressante, je vais dire, que par rapport aux salariés. Ah, d'accord. Donc, ça donne quand même ça donne envie justement de se lancer quand même dans cette aventure d'entreprise pour pouvoir peut-être améliorer son revenu ou créer réellement de la richesse aussi pour son pays. C'est aussi un paramètre très important. D'accord. Alors hier, j'aurais aimé aborder avec lui, mais je n'ai pas pu l'avoir sur le plateau. D'accord. On se rend compte de plus en plus que malgré qu'il y a un certain engouement autour de la création d'entreprises, très peu d'entreprises, in fine, demeurent viables. Quel est votre diagnostic à vous en tant qu'expert? C'est vrai, c'est un très bon constat. Beaucoup d'entreprises échouent avant les 5 premières années. Les statistiques sont relativement importantes en la matière. Le taux de mortalité doit être autour de 45% avant les 5 premières années. Donc, c'est vrai, c'est inquiétant. Quand on fait le diagnostic, par expérience, il y a beaucoup de facteurs. Entre autres, je peux souligner l'inexistence d'un plan d'affaires réel avant le démarrage de son business. Il y a également le profit de l'entrepreneur lui-même. Il y a la non-maîtrise du marché parce que pour progresser sur le marché, les concurrents sont nombreux. Et pour progresser, il faut donc déployer des stratégies marketing les plus percutantes pour pouvoir résister. Et il y a une autre dimension, je dirais, la non-maîtrise de tous les indicateurs financiers qu'il faut justement apprécier pour avancer. Donc, c'est entre autres les raisons majeures que j'ai quand même personnellement relevées. D'accord. Mais dites-nous un peu, au niveau de ces raisons majeures-là que vous venez d'évoquer, est-ce que toutes ces raisons-là peuvent être contournées par une bonne étude du milieu dans lequel vous voulez investir avant de créer votre entreprise? Absolument, absolument. Et ça fait un paradoxe parce que avant de lancer son entreprise, il est fortement recommandé de disposer d'une feuille de route. Mais le constat que j'ai fait, il y a des promoteurs qui élaborent le plan d'affaires juste par protocole, par formalité. Alors qu'en réalité, un plan d'affaires n'est pas pour une formalité, encore moins pour solliciter un crédit à la banque. Un plan d'affaires, on l'élabore d'abord pour savoir est-ce que mon projet sera rentable. Donc, sans un plan d'affaires bien bancable, bien crédible, on ne peut pas se lancer d'abord dans l'entrepreneuriat. En d'autres termes, je crois que si, en synthèse, si tant est que le plan d'affaires dont on dispose n'est pas bien maîtrisé, encore moins le marché, il va de soi qu'on assiste justement à ces résultats. D'accord. Quelle devrait être donc la démarche ou la méthode qui doit être adoptée par les entreprises créées pour s'assurer d'une viabilité? Merci encore une fois. Vous posez des questions tout à fait pertinentes. Alors, la démarche, il faut d'abord définir un cadre stratégique extrêmement pointu et clair. Qu'est-ce que je mets dans le cadre stratégique? Il faut disposer clairement d'une vision. Ensuite, maîtriser son métier, avoir une mission et mettre en place des valeurs claires, précises. Alors, ces différents points qui, si vous voulez, composent le cadre stratégique d'activité dont je parle, ils sont des paramètres à ne jamais perdre de vue. Lorsque la vision est clairement bien tracée, il faut décliner cette vision en plan stratégique. Donc, il faut une planification stratégique. Évidemment, dans la réalité, cette planification stratégique peut prendre beaucoup. Exactement. Donc, je dirais, lorsque au moins on sait là où on va clairement, avec des objectifs précis, quantifiables et surtout mesurables, bien définis, le plus important, c'est votre capacité à être flexible sur le marché. D'accord. Donc, en synthèse, la démarche, c'est d'abord élaborer et faire un bon diagnostic stratégique, identifier ses points forts, ses points faibles, les menaces et les opportunités de l'environnement pour mieux définir des objectifs qui tiennent compte des exigences de l'environnement. D'accord. Quand vous parlez de menaces éventuelles au niveau de l'environnement, est-ce qu'il s'agit d'étudier un peu la concurrence? Parce que ça aussi, on oublie que pour pouvoir opérer sur un secteur, il faut comprendre comment le secteur vit, qui sont déjà les acteurs de ce secteur. À vrai dire, madame, en temps normal,
avant l'élaboration ou dans le cadre de l'élaboration de son plan d'affaires, toutes ces questions devaient être déjà abordées et on devait avoir des réponses précises à ces différentes questions. Donc, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est à l'entrepreneur lui-même de faire les études ou bien il peut le confier à un cabinet? Absolument, absolument. Et je crois que confier à un cabinet est plus indiqué, à moins que lui-même, peut-être au démarrage, il a suffisamment du temps. Aussi, hein. Exactement, bon, c'est vrai. Mais je crois qu'on dit études de marché, ça peut paraître un gros mot, mais le fait, par exemple, dans le cadre du lancement d'un projet ou d'un produit précisément, je rencontre quelques personnes pour dire qu'est-ce que vous pensez. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait, peut-être je prends le cas de jus de goyave. Avant de faire ça peut-être sur une grande échelle, je pose quelques questions à certaines personnes, hein, de façon à travers des entretiens, etc. Donc, c'est des études comme on appelle études qualitatives qui permettent de collecter des informations sur les motivations, les freins d'achat pour mieux construire son plan marketing. D'accord. Vous voyez, donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord. Maintenant, quels sont les facteurs qui assurent la viabilité de l'entreprise sur le plan commercial? Bon, sur le plan commercial, je peux dire que la triste réalité, c'est que la plupart des entreprises sont imitées. Lorsque tu lances un nouveau produit, 2 ou 3 jours, ou plus 1 mois, il y aura probablement quelqu'un qui va faire autant que tu le fais. Voilà. Donc, on est dans un mimétisme qui ne dit pas son nom. Non, mais est-ce que dans ce cas, il faut protéger son idée? À vrai dire, il y a beaucoup de mécanismes pour protéger son idée. Et je crois que les gouvernements ont compris ça. Il y a des dispositions organisationnelles, institutionnelles, je vais même dire. Légales, hein? Exactement, même légales qui sont mises en place pour protéger, accorder des licences, des brevets à des entrepreneurs pour protéger les idées. Mais au-delà de la protection, il appartient à l'entrepreneur de veiller surtout à se définir un avantage concurrentiel, parce que sans l'avantage concurrentiel qu'il faut constamment communiquer, je ne vois pas une perspective heureuse sur le plan commercial. D'accord. Quels sont les éléments qui déterminent alors la viabilité des entreprises sur le plan technique, par exemple? Bon, sur le plan technique, et peut-être si vous voulez être précis, organisationnel, hein, je crois que il faut d'abord avoir un organigramme simple mais efficace. D'accord. Organigramme, il y a des entreprises d'une personne et des entreprises de 2 ou 3 personnes. Mais oui. Est-ce que dans ce cas, un organigramme bien élaboré est toujours utile? Au démarrage, moi je conseille souvent de minimiser les coûts parce qu'on peut avoir un organigramme où tous les départements, on peut avoir un département finance, etc. Alors qu'au départ, le jeune, il faudrait que lui-même soit au cœur de son activité. Lorsqu'il a la maîtrise, il minimise les coûts et il développe davantage sa capacité à mieux maîtriser le marché. Et quand ça commence, il y a le marketeur, il y a le commercial, il y a exactement, et c'est ça ce qui est recommandé au départ. Et il faut toujours aussi avoir... Il y a l'auditeur, mais est-ce qu'il a un regard, comment dirais-je, un regard vrai, un regard, comment dirais-je, équilibré, justement. Est-ce que le fait qu'il soit au four au moulin ne fait pas que parfois, il y a des aspects qui... C'est pertinent. Qui l'échappent. C'est pertinent. Mais dans la pratique, moi, je recommande souvent aux jeunes de ne pas hésiter à solliciter l'avis des experts. C'est très important. Il y a des cabinets quand même d'études spécialisés qui accompagnent en général les promoteurs. Je pense que ce n'est pas tout à fait interdit ou plutôt c'est très opportun même de s'approprier ces techniques et de se rapprocher de ces experts. D'accord. Quelles sont les forces clés qui assurent la viabilité d'une entreprise? Les forces clés qui assurent la viabilité d'une entreprise, il y a des indicateurs d'autres financiers. Par exemple, avant de lancer son projet, il y a des indicateurs qu'on calcule, par exemple le taux de rentabilité interne, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité, qui quand même permettent à un moment donné de savoir si mon business sera rentable. D'accord. Quel est le profil des entrepreneurs qui réussissent la plupart du temps à maintenir viable leur entreprise? D'abord, quand moi j'ai fait le constat que j'ai fait après une étude croisée de plusieurs profils, c'est des personnes qui, en général, ont vraiment le sens de la proactivité. Ces personnes sont très proactives. Donc, elles ont vraiment le sens de l'anticipation. Parce qu'on est sur un marché où il faut vraiment tout anticiper autant que faire se peut. Autre chose, c'est qu'il faudrait absolument partager sa vision et avoir une force de mobilisation très importante. Parce que lorsque tu es un entrepreneur, tu n'as pas de leadership, tu n'as pas une force de mobilisation, d'implication de ton équipe, là, il y a un souci. D'accord. Alors, ce sera la dernière question sur ce plateau. On se rend compte que dans les autres pays, ces pays que nous copions d'un point de vue économique, on a parfois une entreprise qui
traverse les générations, c'est-à-dire sur 3 générations, sur 4 générations, l'entreprise, elle dure et elle perdure. Mais souvent ici, on a une idée maximum au meilleur des cas. 30 ans après, c'est passé, c'est fini, c'est fermé, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des entreprises au Bénin, par exemple, qui traversent les générations, comme on le dit? Les raisons sont multiples. Vous avez fait un très bon constat. Vous savez, au Bénin, on n'a pas la culture forcément de l'entreprise familiale. D'accord. Ailleurs, donc, enfin, en Europe, etc., les entreprises ont une notion de culture d'entreprise, mais familiale. Quand c'est la famille, ça évite beaucoup de chocs en matière de gestion des hommes. Mais quand c'est des personnes qui sont cooptées, qui sont recrutées, il faut vraiment disposer d'une, je dirais, d'une culture d'entreprise extrêmement importante. Et je vais en terminer peut-être avec votre permission pour dire, beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, n'ont pas la capacité de garantir la relève de l'entreprise. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui disent, après ma mort, je ne vois pas quelqu'un qui va assurer ma relève. Capable. Ouais, alors que comme il est conscient de ça, il faudrait qu'il prenne les dispositions pour faire confiance à ses employés, mais on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Je reconnais. Merci à vous, Dr Sardou Agbangla. Vous êtes expert en business de développement. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, moi, je me propose, bien sûr, de revenir peut-être sur comment assurer la relève plutôt. C'est-à-dire comment s'assurer d'une véritable relève en entreprise, parce qu'on a souvent des entreprises qui ne s'identifient qu'à un seul individu. Dès que cet individu est parti, l'entreprise tombe totalement. Comment éviter cela? Ici, il y va aussi de la stabilité économique du pays. On aura peut-être l'occasion de revenir en parler. En attendant, je vous invite à recevoir l'expert. Voilà, le coach est déjà là et bien installé. Il s'agit de Marcel Effon, coach motivateur. Avec lui, on parle de comment opérer le changement dans une entreprise. Vous êtes nombreux à dire à chaque début d'année, je veux changer, je veux que mon entreprise change. Comment opérer le bon virage? On s'attelle à cet exercice ce soir avec Marcel Effon. Marcel Effon, bonsoir. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors déjà, ma première question, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle de conduite du changement? Merci, chers téléspectateurs. Merci pour ce rendez-vous. Alors déjà, il faut commencer à expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent déjà ce que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le changement. Mais beaucoup plus ici, le concept de la conduite du changement. Il y a beaucoup de situations que nous vivons aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, mais qui nécessitent le changement. Spécifiquement, alors, dans le cadre de notre échange d'aujourd'hui, nous allons aborder le changement, la conduite du changement dans une entreprise. Alors, déjà, le changement dans une entreprise, en fait, désigne la démarche qui accompagne la vie d'une entreprise face à une crise ou au changement de son environnement. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans votre entreprise, il arrive que vous avez des crises. Les entreprises connaissent beaucoup de crises, comme venait d'ailleurs de le dire tout à l'heure. Mon prédécesseur, il y a des entreprises, par exemple, avant de mourir, qui connaissent des crises. Alors, quand vous vous retrouvez dans cette crise, c'est une situation qui vous oblige à avoir des comportements, des attitudes différents. Mais parfois, les entrepreneurs ou les promoteurs d'entreprises ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont en face d'une situation qui n'est pas nouvelle. Donc, il faut, dans un cas comme celui-là, ou même au-delà des crises, c'est que l'environnement a tellement changé que l'entreprise n'a pas le choix alors que de se mettre au goût du jour. Donc, ce changement de l'environnement implique nécessairement le changement de l'entreprise. Donc, du coup, il faut mettre en place un processus que nous, on appelle en professionnel la conduite du changement. D'accord. Alors, Marcel Effon, et on va parler un peu de comment conduire justement ce changement. Mais déjà, rappelons un peu, comment est-ce que ces entrepreneurs peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de changer? Parce que parfois, on ne sait pas toujours qu'on est à un instant T où il faut vraiment cultiver le changement. Est-ce qu'il faut changer pour changer ou choisir le moment qu'il faut pour changer? Oui, le changement, en fait, ça s'impose de lui-même. Je prends le cas, si je prends le Bénin comme une entreprise, aujourd'hui, beaucoup de Béninois crient « ça ne va pas, ça a changé ». Mais au même moment, les mêmes Béninois, pour certains, quand vous les rencontrez, ils sont quand même fiers de certains résultats. Mais qu'on le veuille ou non, lorsque le top manager, le patron, décide que les choses ne se passent plus
comme elle se passait avant, c'est un changement. Oui. Maintenant, ce changement, qu'on le veuille ou non, devient un changement imposé. Cela m'amène à aborder les types de changements, par exemple, auxquels on peut faire face dans un environnement ou dans une entreprise. Donc, quand on prend le cas d'un pays comme le Bénin, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un changement qui s'impose. Parce que celui qui a le contrôle a décidé que les choses ne se fassent plus comme elles se faisaient avant. Donc, c'est un changement alors imposé où, si vous devez vivre au Bénin, vous n'avez pas le choix de tenir compte de ce changement. Donc, et voilà, par exemple, une situation qui amène à voir un vrai chemin du changement. Et déjà, la première étape, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Nous, on appelle ça des situations de déni ou de colère ou de peur parce qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. L'habitude a évolué. L'habitude a changé. C'est de la même manière que dans une entreprise, par exemple, lorsque le patron de l'entreprise ou l'entrepreneur décide que les choses ne se passent plus comme elles se passaient avant, c'est un changement imposé. Donc, les collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise n'ont pas le choix que de se poser des questions. Mais au début, ils sont choqués. Et il y en a qui, carrément, qui refusent ce changement, qui s'imposent. Et il y en a qui ont peur parce que ce changement, en fait, ils ne savent pas où ça peut les conduire. Naturellement, ils n'ont pas le contrôle de ce changement. Ils ne sont pas des acteurs de ce changement. Ils ont peur. Mais dans un processus de conduite du changement, lorsque c'est un changement qui est prescrit par le patron, par le chef, alors ce patron ou ce chef devait prendre le temps maintenant de montrer les étapes du changement et pourquoi on doit changer. D'accord. Alors tout ça rentre dans la conduite du changement. Tout ça rentre dans la conduite du changement. Lorsque nous, en tant qu'experts, en tant que professionnels, vous nous sollicitez en tant que cabinet en disant, mais tiens, je vais opérer des changements, nous on vous dit, mais le changement c'est une conduite. Il faut que nous mettions en place avec vous un processus qui vous amène à faire adhérer vos collaborateurs. Sinon, donc le changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Non, normalement non. Dans une démarche normale, lorsque nous prenons le cas d'une entreprise, le changement devrait être quelque chose qui doit être planifié, dont la mise en opérationnalité devait être conduite par des experts qui préparent aussi bien l'environnement, les personnes impliquées dans le changement et qui les amènent des gens au départ qui ont peur, qui sont choqués, à des gens qui adhèrent, qui font de cette vision leur chose et qui travaillent et qui deviennent, pourquoi pas, plus tard des artisans de ces changements. Donc, c'est de cette façon qu'on peut avoir différentes typologies de changements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des changements imposés parce que les gens n'ont pas choisi le changement. Un chef, un patron a vu que la manière dont les choses se passent, si ça continue de se passer comme ça, on risque de ne pas atteindre des objectifs positifs. Donc, il impose le changement. Il y a le deuxième cas où le changement est prescrit. Comme par exemple le cas d'une entreprise, les choses ne vont pas. L'entreprise fait recours à un expert qui dit, mais un cabinet d'audit ou d'experts ou de conseil pour dire, mais tiens, nous, on a des difficultés. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de changer. Mais avant ce changement, on voudrait que vous puissiez faire un diagnostic, que vous puissiez faire des audits pour nous dire dans quel sens on doit conduire ce changement. Donc, c'est un changement qui est prescrit par un expert, après bien sûr une opération d'expertise ou de diagnostic. Il y a d'autres changements que nous appelons également des changements de crise. Vous êtes là, vous ne vous attendez pas, il y a une nouvelle qui tombe et qui impacte négativement ou positivement votre entreprise. Alors vous n'allez pas rester les bras croisés, laisser l'entreprise mourir ou partir. C'est de la même manière pour un foyer, c'est de la même manière pour un pays, c'est de la même façon également pour un environnement. Donc il y a des informations qui tombent où il y a des situations de fait. Il faut s'adapter. Donc nous on parle de changement de crise. Donc il y a des changements de crise qui s'imposent. Donc votre entreprise est en crise, il y a un nouveau problème, alors il faut rapidement faire recours à des experts qui mettent en place un processus que nous, on appelle la conduite du changement. Et plus tard, le dernier, c'est le changement adaptatif. C'est-à-dire, vous êtes dans un environnement... Il y a un autre changement, le changement adaptatif. Vous êtes dans un environnement, le temps passe, les choses changent. Donc, vous devez prévoir un changement au sein de votre équipe pour que les gens, au fur et à mesure, puissent se mettre au goût du jour et accompagner l'environnement naturellement pour ne pas être dépassé. Donc, voilà autant de typologies de changements qu'on peut avoir qui nécessitent en temps normal, alors qu'on mette en place
un dispositif, un processus que nous, on appelle la conduite du changement. D'accord. Alors, Marcel Effon, vous serez d'accord avec nous. C'est sûr que si le changement n'est pas bien mené, il pourra créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Est-ce qu'il existe une bonne façon de conduire le changement de telle sorte qu'il soit bénéfique pour l'entreprise? Naturellement, il y a une bonne façon pour conduire le changement de façon que ça soit bénéfique à une entreprise. Naturellement, toutes les entreprises connaissent le changement et les entreprises les plus averties, lorsqu'elles sont face à une situation comme ça, elles savent qu'il faut faire recours à des experts afin qu'on puisse mettre en place une conduite de changement. Et les risques et facteurs qui peuvent être liés naturellement à une situation comme celle-là, c'est par exemple lorsque les gens ne sont pas impliqués, lorsque par exemple vous avez une direction qui n'est pas impliquée dans une démarche ou dans un processus de conduite du changement, vous allez bien vouloir changer, vous allez mettre en place des outils, mais le changement ne serait pas suivi par l'environnement dans lequel vous vivez. Il y a d'autres risques, comme par exemple la mauvaise intégration de vos équipes. Lorsque les équipes sont informées, mais que vous les intégrez mal dans un processus de conduite du changement, vous travaillez dur, mais à la fin, vous n'avez pas les résultats. Il y a les limitations, par exemple, à la formation. Parce que quand on parle de changement, et quand on parle de changement, on parle de formation, on parle d'information. Quand les choses ont changé, il faut donner les nouveaux outils, par exemple, à des gens qui doivent faire face aux nouvelles situations. Donc, cela nécessite des formations, cela nécessite, par exemple, du coaching, cela nécessite des accompagnements pour permettre aux gens d'avoir des outils à la taille des défis auxquels ils sont en face. Et plus tard, il y a de la communication qu'il faut aborder. Ce n'est pas de la même manière qu'on communique dans une entreprise en situation de crise qu'on communique par rapport à une entreprise, par exemple, qui est en pleine croissance. Donc, la communication en situation de crise, aussi bien naturellement, aussi bien à l'interne de votre entreprise qu'à l'externe, doit être une communication très bien étudiée à chaque minute qui passe. Parce que lorsque la crise commence, on a connu des crises, par exemple, ici au Bénin, dont je taire le nom des entreprises, les experts ou les promoteurs de ces entreprises ont été obligés de nous faire recours pour dire, mais tiens, nous sommes en situation de crise, nous voulons savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire aux employés, qu'est-ce qu'il faut dire comme information, par exemple, à ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise afin de pouvoir contenir la crise et sortir de cette crise en gagnant. Donc, les entreprises qui sont averties savent que lorsqu'elles sont en situation de crise, elles doivent changer, elles doivent mettre en place un processus de conduite du changement. Lorsque l'entreprise est en train de grandir ou l'environnement est en train de changer, elles doivent mettre en place, pourquoi pas, un processus de changement pour éviter les risques qui sont liés à cette situation qui est tout à fait naturelle. Quels sont les risques, justement? Les risques, c'est ceux que je viens de citer. Par exemple, c'est lorsque, par exemple, vous ne savez pas comment implémenter la communication, lorsque vous ne savez pas quoi dire à vos éléments, il peut arriver, par exemple, que des gens se suicident dans une entreprise. Ah, d'accord. Oui, vous imaginez qu'on dit... Ça, c'est un drame. Hein? C'est un drame. Et ça s'est passé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations où il y a eu des crises. Lorsque les employés ont eu cette information, alors au même moment, il faut que les patrons puissent prendre... C'est comme quand l'entreprise change de main, naturellement. On a peur tout de suite. Mais il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. La rumeur n'est pas bonne alors en période de changement. Non, la rumeur court toujours. Mais c'est le manager ou les propriétaires des entreprises qui doivent savoir la bonne information à leurs collaborateurs. Mais il y a aussi de bonnes informations qu'on ne peut pas donner aux collaborateurs. Tout cela rentre dans un processus de conduite du changement. Et quand c'est fait, effectivement, le changement est bien maîtrisé. Il y a des crises, des gens meurent, des gens se suicident. Il ne reste qu'à attendre que, mais tiens, dans quelques mois, par exemple, votre poste sera supprimé, alors que ça n'a rien à voir avec ce que l'entreprise traverse. Mais il faut anticiper et rétablir l'information. La communication doit être fluide. On doit parler avec les collaborateurs. Il y a des personnes qu'on doit prendre en charge individuellement afin qu'elles puissent traverser cette situation de crise et les entreprises soient toujours gagnantes et mieux organisées. Donc voilà quelques situations de crise, de risques auxquels on est exposé lorsqu'on se retrouve en situation de changement. Et je pense, sans fausse modestie, que ce qui est le plus difficile pour les gens, c'est de croire que dans une situation comme cela, on ne peut pas donner du temps au temps. Non, le changement veut toujours du temps. Et il faut s'adapter, donner du temps, suivre, faire ce qu'il faut faire. Et après, que ce soit une entreprise, un pays ou une famille, on s'en sort toujours plus grand. Marcel Effon, merci. Avec vous, on a donc appris qu'il ne faut pas changer. Pour changer, une bonne conduite pour le changement est nécessaire pour que ce changement puisse véritablement atteindre ses objectifs. Nous allons nous rendre justement à la rédaction pour le journal. Il est l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés
au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h.